Je dois dire que dernièrement, j'avais un peu perdu mon intérêt pour les hypercars. Mais une marque... Je l'ai pas retrouvé encore, le mien. Ah, attends. Il y a quand même une marque qui reste chère à mon cœur et qui a ravivé la flamme cette semaine. Oui, je sais ce que tu vas dire. C'est quand même Bugatti. Oui. Bugatti qui cette semaine ont présenté une voiture One of One, issue de leur département, alors j'ai oublié le nom, c'est dommage, mais ils ont un département qui te permet de créer une voiture sur mesure, vraiment là, ta bagnole. Ah mais je savais pas que c'était une One of One. Si, c'est une One of One. Ah merde. Qui s'appelle la FKP, donc la Ferdinand Karl Piëch, oui. Qui est donc voilà, qui a été une des plus grandes figures probablement de l'automobile moderne en termes, qui est à l'origine de dizaines et de dizaines de voitures, d'élans, de marques, etc. Donc Bugatti a ressorti la FKP, qui est un hommage en fait à la Bugatti Veyron. Donc ils ont pris qui a bercé ton enfance, qui a absolument bercé mon enfance et qui a pris comme base la Chiron, donc avec la Chiron en version la plus performante, donc avec le moteur de 1600 chevaux W16, mais avec une carrosserie et un intérieur complètement inspiré de la Veyron. Et ça m'a rappelé à quel point, mine de rien, qu'on le veuille ou non, même si aujourd'hui c'est devenu un peu plus banal, les hypercars sont quand même c'est quand même une catégorie de voitures qui est aussi inutile qu'indispensable. Donc c'est le thème du jour. Bonjour à tous, bienvenue sur Parlons Bagnole. Nous sommes en présence d'Alex Wagner, de la chaîne YouTube L'Ingénieur des Cryptes. Bonjour. Et je suis Erwan TGD, de la chaîne YouTube du même nom. Et aujourd'hui, sur Parlons Bagnole, on va parler d'hypercars, toujours en partenariat évidemment avec Ovoco, notre sponsor, qui nous permet de faire ces podcasts. Alors Alex, je sais que je vais t'emmener... Je sais déjà que quand je t'ai proposé ce thème-là, je t'emmenais dans un territoire un peu inconnu. Écoute, oui, je crois que c'est toi qui as suggéré ce thème, et ce que je t'ai répondu, c'est, bon, si tu veux, on parlera d'hypercars. Disons, la question qui se pose, c'est les hypercars. C'est une vitrine aspirationnelle ou un délire d'ego inutile? Ben, ni l'un ni l'autre, pour moi. Okay. Alors ça dépend d'où on se place. Ça dépend si on se place du côté des ingénieurs. Bon alors, évidemment, une marque, quand elle fait une voiture, elle veut la vendre. C'est la première. Donc, mais je trouve que ce sont des voitures qui... Attends, non, je peux pas te laisser dire ça. Parce que justement, les hypercars, alors oui, c'est pour les vendre, mais souvent elles sont faites à perte. T'as cité la Veyron. Chaque Veyron est sorti à perte. Porsche 959, c'était à perte. C'est vrai. Et je pense que j'en oublie. Ce sont des étendards, des porte-drapeaux qui travaillent l'image de la marque pour ensuite, dans le même groupe ou dans le même constructeur, vendre des voitures autrement plus ordinaires. C'est vrai. Un peu de la même manière que il y a des marques de voitures qui ont des Formule 1 et qui les utilisent pour faire de la communication pour des voitures normales. Oui, c'est vrai. Le père de mon ex-femme, il roule en Mégane DCI. Je m'attendais à Bugatti Chiron Pure Sport. I wish. Peut-être aller la récupérer là. Non, et tu vas comprendre, Erwan. Il roule en Mégane DCI et je lui ai dit, mais t'as pas envie d'un truc plus excitant au niveau moteur et tout? Il m'a dit, non, mais tu comprends, Renault, c'était à l'époque, hein. Renault était en F1 avec le V10 Atmo. Il m'a dit, non, mais regarde ce que Renault fait en F1. Et il justifiait sa Mégane DCI sur l'imagerie véhiculée par Renault en F1 avec le V10 Atmo. Donc tu vois, comme quoi c'est une réalité. Le marketing est une arme puissante. Parce que là, quand même, à la limite, que ça soit une Renault Sport, je dis pas, mais... non, mais t'as vu Ouais. Mais moi, quand j'ai regardé les vidéos sur cette nouvelle Bugatti hommage, j'étais scotché devant mon écran, mais vraiment comme je l'ai pas été depuis longtemps, quoi. Et ben la surprise, c'est que moi aussi. Ah ouais? J'aurais pas dû, parce que normalement, c'est les hypercars, c'est ce qui m'endort de suite. Oui. J'étais fasciné, mais pourquoi? Tout était dans la subtilité. C'était à la fois, c'était pas un copier-coller, mais c'était, comme tu as dit, hommage. Je crois que c'est le terme. Ouais, c'est ça. Je trouvais ça sublimissime dans la démarche, dans l'objet. Je suis content que ça existe sur Terre. Ça m'a rempli de joie. Mais moi, d'habitude, moi qui regarde
autrefois, on va dire que je pouvais regarder des vidéos complètes de voitures pendant 20 minutes. Aujourd'hui, alors, c'est pas que ça me saoule, mais j'ai vite fait le tour et j'ai vite les infos que je veux, et à moins que ce soit vraiment une voiture qui m'intéresse particulièrement, on va dire que c'est un peu comme si j'avais vu toutes les vidéos sur toutes les voitures, parce que j'ai passé quand même 15 ans à faire ça. Mais là, je suis resté scotché à mon écran, et le fait en fait, j'avais presque l'impression de voir un resto mode de Bugatti Veyron. Mais parfaitement fait. Eh ben, je crois que c'est ça qui m'a passionné. Tu vois? Je trouve que c'est un resto mode de Veyron. En fait, ouais. Tu vois, c'est, parce que il y a des marques, alors il y a plein de marques qui s'appuient sur de la réédition de voitures, tu vois. Et là, ce qui est incroyable, c'est que déjà, c'est une réédition sans en être une, parce qu'ils ont pas juste recarrossé un truc. Ça va tellement loin dans le détail. Tout est tellement, enfin, quand il t'explique tous les détails, j'ai regardé plusieurs vidéos, j'ai regardé celle du vendeur automobile, Nicolas, et celle de World Supercar, Thomas, qui étaient deux médias français invités par Bugatti. Ça fait partie ça fait quand même partie de mes un jour, Erwan, goals cette année, c'est de réussir à bosser avec des grosses marques, genre des marques d'hypercar comme ça, genre Pagani, Bugatti, ça fait vraiment partie des trucs que je veux faire cette année, parce que j'aimerais beaucoup en conduire, en fait. Logique, qui n'aimerait pas. Ouais. Mais ouais, j'ai regardé les vidéos complètes, et rien que voir la console centrale en alu bouchonné, comme la première Veyron, le volant qui était redevenu rond, alors que sur la Chiron il avait un méplat, tous ces petits détails là qui étaient à la fois un vrai hommage, mais en même temps une façon d'avoir repensé complètement c'est vraiment comme si la Veyron était sortie aujourd'hui. Alors que il y a des marques où tu te dis oui bon d'accord, ils ont changé 3 bouts de carbone, et ça m'a fasciné. Et du coup, cette semaine, je suis parti j'ai regardé 15 ou 20 vidéos d'hypercar. Ah oui. Je suis parti à fond dedans, et j'ai tout regardé. Un rabbit hole, un trou de lapin. Ah mais exactement, j'ai passé quand la vidéo T'as binge-watché toutes les hypercars sur YouTube. Vraiment, quand la vidéo de la Bugatti est sortie, j'ai bugué, et ça m'a fait un bug au cerveau. Et j'avais envie de te poser la question, parce que déjà, la notion d'hypercar, c'est un truc un peu particulier à définir. Faut peut-être qu'on parle du terme. Ouais. Parce que pour moi, l'hypercar, il y a une question de prix, mais c'est pas toujours la valeur. Le mot hyper est venu pour se mettre au-dessus du mot super. Ouais. Supercar étant le mot qui a été créé, je sais plus quel écrivain, journaliste a pondu ce terme à propos de la Lamborghini Miura dans les années 60. Certains défendent que la vraie première supercar, c'était la 300 SL Papillon des années 50. Ouais, pour moi, c'est la Miura. Mais globalement, c'est la Miura, on est d'accord. Ouais, on est d'accord. Et on a voulu marquer un pas additionnel, parce que le terme supercar ne convenait plus pour toi à partir de quel modèle qui est arrivé, parce que pour moi, c'est assez clair. Toi, je crois que c'est la Veyron, hein. Pour moi, c'est la Veyron. Et pourtant, tu vois, il y a quelques voitures. Moi, c'est la McLaren F1. Ah oui, non, mais si. Mais... Qui était beaucoup plus tôt, hein. McLaren F1, c'était milieu des années 90. Ouais, c'est ça. Alors que la Veyron, c'était 2005. Ouais, 2004, je crois, quelque chose comme ça. Dans ces eaux-là. C'est fou de se dire que la Veyron... Il y a quand même 10 ans d'écart. Mais t'imagines la Veyron à 20 et quelques années. C'est dingue, hein. C'est fou. Ouais. D'ailleurs, non, mais elle a 20 ans, parce que la FKP, là, c'était pour c'était pour les 20 ans. Voilà. 20 ans la Veyron. Alors que je trouve que t'en vois une, c'est... Alors pourquoi la sortie de la McLaren F1 en 95 à peu près, on a voulu créer un nouveau terme? Pourquoi supercar ça ne convenait plus? Eh ben je crois que tu as raison, l'aspect budgétaire y est pour quelque chose. Là, c'était la première voiture qui était vendue $1 million. Ouais. On n'avait jamais vu ça, c'était un tout autre niveau de prix. Qui était justifié par les prestations, par la conception, la pureté du truc, la série qui était très limitée. Il y en a eu un peu plus d'une centaine seulement. Et donc, il a fallu créer un nouveau terme. Alors, hyper, est-ce que c'est le bon terme? Mais c'est ce qui a été trouvé. Je ne sais pas par qui. Je sais pas non plus par qui, mais... Et depuis, ça désigne des voitures qui sont commercialisées neuves à plus d'1 million d'euros. On rentre dans un niveau d'orfèvrerie caractérisé par Pagani, par exemple. Ouais. Pagani où chaque boulon, chaque écrou est une petite pièce en titane siglée Pagani. C'est complètement fou. Donc on est vraiment sur un autre niveau qui mérite un autre nom. Et ce qui est amusant aussi aujourd'hui avec
effectivement, il y a 15 ans, je pense que on était très clair sur ce qu'était une hypercar et une supercar. Aujourd'hui, comme on a des puissances et des prix qui ont augmenté de manière exponentielle, je trouve qu'il y a certaines voitures pour lesquelles c'est plus difficile à savoir. Et tu vois, typiquement, là où, je sais pas, je pense à une Ferrari Enzo, Carrera GT, une Mercedes McLaren SLR. Ça, pour moi, c'est des supercars. Par contre, la génération d'après, P1 918 la Ferrari, là, c'est des hypercars. C'est très clair. Ouais. Une Veyron. Je suis d'accord. Une Veyron, c'est une hypercar. Une Ferrari SF 90, donc une voiture moderne qui fait 1000 chevaux, c'est une supercar. Et du coup, c'est assez difficile parce qu'il y a plein de trucs qui se croisent. Il y a des zones de gris, ouais. Et aujourd'hui, du coup, on va dire que le niveau, parce que effectivement, une McLaren F1, une SF90, c'est pas évident parce qu'on dirait qu'elle a des performances de hypercar. Aujourd'hui, le truc, c'est qu'aujourd'hui, même une Tesla a des performances d'hypercar. Oui, tu parlais tout à l'heure d'une Tesla Plaid. Oui. Ça laisse sur place une SF90. Ça dépose absolument. Et d'ailleurs, c'est utilisé à grand recours d'arguments par tous les mecs qui roulent en Tesla. Oui. Mais la mienne, elle va plus vite. Mais oui, mais évidemment, ouais. Mais il y a tu vois, il y a des voitures comme ça qui sont un peu la puissance aujourd'hui pure est dévalorisée. Bah oui. Parce que populaire, parce que facilement accessible. Donc il reste quoi? L'orfèvrerie dont je parlais il y a 2 minutes. Déjà la rareté. La rareté aussi. Déjà, c'est capital. Et on parle en centaines d'exemplaires. Parce qu'aujourd'hui, il y a une voiture rare, c'est une voiture qui est limitée à 1000 exemplaires, tu vois. Ouais. Donc on parle vraiment de toute petite série. Ouais. 200, 300 voitures max. C'est des petites max. centaines, ouais. La Ferrari, c'est quoi? Alors, remarque, la 918, il y en avait beaucoup. Mais bon. Quand même ouais, mais c'était avant. À l'époque, ce niveau de performance méritait le label hypercar, ce qui est plus le cas aujourd'hui. Oui, c'est complètement vrai. C'est des sables mouvants, c'est une définition mouvante. Avec les époques. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, il y a tellement de, il y a tellement d'acteurs aussi, que autrefois, on avait quelques piliers. On avait Bugatti, Pagani, Koenigsegg, qui était déjà là quand même, qui est quand même là depuis pas mal d'années. On va dire que c'était un peu les trois, si je n'oublie pas, les trois énormes. Aujourd'hui, t'as Rimac, t'as Zenvo, j'en ai même plus en tête. Je peux même plus les nommer. Ouais. T'en as des centaines enfin, peut-être pas des centaines, mais des dizaines qui font un peu des trucs à leur sauce. On a l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'argent. Alors c'est peut-être le reflet des inégalités sociales qui croissent. Alors ce podcast n'est pas un podcast politique, mais force est de constater qu'il y a beaucoup de gens qui ont, beaucoup plus qu'avant, qui ont ce budget à mettre dans ce qu'est des voitures. Est-ce qu'on est aussi plus au courant que beaucoup de gens ont de l'argent parce qu'il y a les réseaux sociaux et qu'on voit ces voitures? Ah, peut-être. Est-ce qu'il y a, alors j'ai pas effectivement les stats, est-ce qu'il y a plus de millionnaires ou de milliardaires qu'avant? Je sais pas. En revanche, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, t'as n'importe qui sort son hypercar, ça fait le tour d'internet, ça fait le tour de la planète. Ouais. S'il y a une, je sais pas moi, une LaFerrari qui se balade dans Paris, des gens aux États-Unis le sauront, en Inde le sauront. Ouais. Donc tu vois, il y a aussi un peu cette dimension-là qui vient jouer. Mais je trouve que même dans, tu vois, les hypercars, même parmi toutes les marques d'hypercars qu'il y a, parce qu'aujourd'hui il y en a des tonnes, il reste quand même 3 acteurs qui pour moi se démarquent absolument et qui restent un peu à cette place de pilier. C'est Bugatti, Pagani et Koenigsegg. Et typiquement pour moi, l'hypercar ultime, par exemple, pour moi c'est la Pagani Zonda, tu vois. Ah, là on est d'accord. Pour moi, la Pagani Zonda, ça reste un truc. Ah oui. C'est une voiture qui a une aura qui, pour moi, n'a pas existé avant et n'a pas existé après. Il y a pas beaucoup d'hypercars qui me font envie, mais une Zonda F. Moi, une Cinque Roadster, 5 exemplaires. Ok. C'est V12 Atmos, 760 chevaux, boîte méca dans un truc en carbone. C'est la Zonda, c'est fou parce que la Zonda, c'est
c'est quasiment une marque au même titre que tu pourrais dire Ferrari, quoi. Une Zonda, c'est le truc, pour moi, c'est le truc de l'orfèvrerie ultime, et justement, c'était un peu les premiers. Pour moi, la Zonda, c'était un peu cette première voiture à refléter, comme si c'était la pureté ultime, tu vois, dans son expression automobile. C'est le plus gros moteur, les plus beaux matériaux, la plus belle finition, tu vois, c'est un peu je sais pas, tu compares ça à un, il y a pas d'équivalent, je trouve. C'est le diamant ultime pour les amateurs de voitures, d'hypercars ou de supercars modernes, quoi. Bah, je parle toujours, souvent dans ce podcast d'exploitabilité des voitures, et je m'imaginerais bien si j'avais une Zonda F, alors non pas à la cravacher, parce que ça va trop vite, mais justement, il y a un plaisir dans la balade rapide, parce qu'il y a une boîte manuelle, parce que c'est un gros V12 atmosphérique, on peut surfer une vague de couple en roulant ça, en faisant de la balade sportive. Ça doit être une expérience sensorielle incroyable, juste à 6-7 dixièmes d'effort de la part du conducteur, ce qui serait pas le cas, à mon sens, d'une LaFerrari ou une P1. Ah bah oui, je pense que tu rentres dans une LaFerrari, à mon avis, t'as très vite envie de rouler comme s'il y avait plus rien autour, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, c'est amusant parce que j'avais discuté avec Sam de la chaîne YouTube Seen Through Glass, donc le youtubeur anglais, parce qu'il avait essayé une Pagani durant la Monterey Car Week, donc le concours à côté du concours de Pebble Beach là aux États-Unis sur la côte californienne. Et ça m'avait fait rire parce que je lui en avais parlé et il m'avait dit qu'il avait été super déçu. Par une Pagani? Par une Zonda. Mais qu'est-ce qu'il a pas aimé? Et en fait, je lui dis, il était pris dans un embouteillage, c'est quoi le problème? Mais alors, oui, déjà. Ah bah d'accord, c'était la seule raison valable. En fait, qu'il était hyper déçu de son expérience parce que c'est comme, si tu prends une Lotus Exige, par exemple, Lotus Exige avec le V6, en fonction de la poulie de compresseur que t'as, tu vas avoir un moteur qui va être plus ou moins explosif. Et c'est pareil chez Pagani, t'as des V12 qui ont des volants moteurs plus ou moins allégés. Et là, en l'occurrence, il conduisait une voiture qui avait un volant moteur qui avait pas été optimisé, et donc qui était plutôt lourd. Donc c'était un moteur qui prenait pas facilement des tours, tu vois, qui était plutôt lourd, un peu rugueux, comme un gros V12 Mercedes, parce que c'est ce que c'est, tu vois. C'est ce que c'est à la base, Et en plus de ça, elle avait pas un échappement de dingue. Ah oui, ok, Sam, je comprends mieux. Et donc, en fait, tu mets un peu tout bout à bout. Il me disait, c'est extrêmement facile à conduire. Déjà, moi, il m'a dit ça, j'étais en mode, ah bon? Parce que moi, dans ma tête, pour moi, la Pagani Zonda, c'était le truc ultime. Ah, mais ça m'étonne pas. Mais t'as un couple de camions, pourquoi ce serait pas facile à conduire? Mais bien sûr. Et puis, de toute manière, il faut aussi, en fait, le truc, c'est que quand tu vois, là, une Pagani Zonda, tu te dis, c'est un ovni, le truc, c'est une voiture de course, c'est fantastique, les lignes que ça a, le carbone, les ronds, les machins, les trucs. Alors, c'est un poil large pour aller sur des routes de campagne. C'est très très large. Puis en plus, t'as les rétros qui sortent, etc. Et il m'a dit, en fait, c'est d'une facilité déconcertante à conduire. Donc, il n'y avait pas le sense of event, sense of occasion dans la conduite, peut-être. Il m'a dit que ce qui lui rappelait le plus qu'il était dans une Zonda, c'était le nombre de personnes qui couraient autour de lui pour prendre la voiture en photo. Et j'ai trouvé ça, alors après, il a pas pu, je pense que c'est comme tout, je pense que c'est des voitures, tu sais, qui demandent un peu de temps pour apprivoiser. Peut-être. Tu sais, il m'a dit, enfin voilà, il l'a conduite pendant 20 minutes. C'était inattendu, il a jeté ses caméras dedans, il a essayé de faire un truc, il était dans le trafic, etc. Mais il me disait, mais je pense que ça, c'est des bagnoles pour vraiment réaliser que t'es là-dedans. T'as besoin, de les conduire, de les garer, d'aller déjeuner, d'y revenir. Tu vois, pour vraiment prendre la mesure de ce que t'es en train de conduire, quoi. Et c'est vrai que la Zonda, pour moi, c'est une voiture il y a eu un avant et un après, quoi. Et parce que même Pagani, aujourd'hui, ils ont un peu ramené ça avec tu l'as certainement entendu, la Pagani Huayra R, qui est cette voiture de course avec un V12 Atmo qui fait 800 chevaux, là. Et qui fait un son. J'en ai entendu au Castellet, genre c'est le chant des anges, quoi. C'est extraordinaire. Et mais autrement, la plupart des Pagani aujourd'hui sont avec des V12 biturbo. Donc on perd ce côté. Tu sais, je me suis surpris en train de bâiller. J'ai pas fait exprès, hein. Mais j'ai vu, Mais ça t'emmerde. C'est turbo compressé. Il y a c'est une boîte double embrayage. Il y a des boîtes manuelles quand même. Sur Huayra? Pas sur Huayra, mais sinon ça m'aurait intéressé. Sur celle d'après, sur celle qui remplace la Huayra. C'est quoi la Utopia? C'est la Utopia, ouais. Il y a une boîte manuelle. Utopia, elles sont en boîte méca. Ah ouais? Ouais.
Ah. Et t'as Utopia et Utopia Roadster. Ok. V12 biturbo 6 litres boîte méca. Je pense que c'est un peu rigolo quand même. Ouais. Parce que t'as genre 800 Nm de boost de couple ou un truc comme ça. Je pense que c'est... Il y a une boîte manuelle, ok. Ouais, et pareil, t'as la Coda Lunga aussi qui est vraiment très très longue. Oui. Et là c'est des boîtes méca. Mais je trouve ça somptueux, mais ça me fera jamais le même effet que la Zonda. Je trouve que ça pareil. Alors, pourquoi? Est-ce que c'est une question de l'âge qu'on avait? Non, je pense que déjà il y a l'aura du V12 Atmo qui hurle. Moi je pense que déjà il y a ça. Pour moi, si tu veux, en fait ça fait un son de Formule 1, si tu veux. Il est dingue. Le son du V12 Atmo. Non mais sauf que c'est encore mieux, parce que tu rajoutes au Formule 1 V12 des années 90, tu rajoutes une couche de basse aussi, en plus. Ouais. Donc c'est plus complexe encore. Je pense que c'est à la fois hurlant, ça déchire l'air de l'admission, mais à la fois ça secoue le corps jusqu'au centre de son âme. Ouais. Et puis même, tu vois, t'as un... Alors après, le V12 Atmo, si t'enlèves le V12 Atmo, dans les Pagani d'après, tu retrouves la finition extraordinaire, le côté intemporel, qu'on peut retrouver aussi dans la finition des Bugatti, où t'as pas d'écran, tu vois, où tout est très analogue. T'as une recherche de la tactilité qui est poussée à son paroxysme, que ce soit dans les dans la poignée de porte, le levier de vitesse, la précision, enfin les comment dire, les ressorts, etc. Enfin les boutons, tout est. Ça me plaît et ça me fait penser à Gordon Murray. On en a pas parlé jusqu'ici, mais il faut, parce que la T50, la T50, qui est en quelque sorte une sorte de resto mode sur base de McLaren F1, même si bon chaque pièce est nouvelle, donc c'est un peu un abus de langage. Il parlait à un moment de la conception et la mise au point des boutons dans l'habitacle, et qu'il avait mis un budget, mais je sais pas combien de millions, pour que les petits trucs qu'on tourne pour... Alors c'est pas les modes de conduite parce que c'est pas la sauce maison, mais peut-être c'est juste pour allumer les phares. Quand ça fait clac clac quand on tourne, bah c'est comme sur un appareil photo réflexe haut de gamme, on a le même genre de clac clac. Parfaite, quoi. Ouais, de mécanique bien huilée, de profondeur d'ingénierie dans chaque chose qu'on touche. Et ça, moi, c'est quelque chose que j'adore. Ça, moi aussi, j'adore. La résistance des boutons. C'est un truc qui me passionne. Et je trouve ça trop agréable quand t'as... En fait, c'est la précision du geste. C'est-à-dire que quoi que tu fasses, la mécanique va fonctionner parfaitement. Et tu vas pas... Même en faisant un faux mouvement, la mécanique le rattrape pour toi. Bon, je parle de tourner un bouton, tu vois. Mais si tu veux tourner un cran, tu vas pas tourner 2 crans par erreur. Tu vois. Et ça, je trouve et c'est quelque chose que j'avais retrouvé chez Bentley. Chez Bentley, t'as une résistance des boutons qui est fantastique, quoi. T'as pas un millimètre de jeu et tout. Je trouve ça trop bien. Et en fait, moi, la raison pour laquelle j'ai envie de conduire des hypercars, c'est pas forcément pour les mettre à mon tableau de chasse un petit peu quand même. C'est aussi pour ressentir ce que c'est que cette comment dire, que cette perfection donne dans la vraie vie. D'une certaine manière. Quand les ingénieurs, ils ont poussé la philosophie de la voiture, quelle qu'elle soit, selon le constructeur, au maximum, qu'est-ce que ça donne? Et typiquement, une Chiron ou une Veyron, c'est des hypercars, mais c'est avant tout des hyper GT. C'est des voitures qui sont faites, en fait, c'est vraiment des voitures très faciles à conduire. Mais c'est là où est mon questionnement, parce que tu dis dans la vraie vie, Erwan, toute mon objection, c'est que ces voitures s'insèrent pas bien dans la vraie vie. Elles sont insortables, elles sont ingarables. Bon, elles sont inexploitables, ça j'en parle quasiment toutes les semaines. Comment veux-tu partir en road trip avec une Chiron Je pense que partir en road trip avec une Chiron... C'est très contraignant. Ou alors tu prends une autre caisse. Alors, déjà, faut se mettre dans la peau de quelqu'un qui a les moyens. Peut-être que je manque d'imagination. Ouais. Je pense, mais honnêtement, je pense que, enfin, moi, ça me fait penser à François Perraudot, French Racing, il a reçu sa Chiron Pure Sport. Lui, c'est mon héros. Il a reçu sa Chiron Pure Sport, il a fait 4000 km avec, direct. Et d'ailleurs,
Eh ben voilà, il répond à mon objection. Hein. Et il le disait, bon, c'est un gars, pour ceux qui ne suivent pas c'est sur un Instagram. entrepreneur français qui a l'air, tu le connais en personne? Non, je il a sais l'air ce qu'il fait. D'une simplicité tout à fait accessible. Il fait des posts Instagram, incroyables. Son Instagram, c'est Fan Racing. Il s'appelle François Perraudot, c'est un famille, il fait partie des top, je sais pas, du top 100 fortune française. Issu de l'entrepreneuriat. Issu de l'entrepreneuriat dans le pétrole. Et lui, il sait jouir de son argent d'un point de vue voiture, plus passionné que François Perraudot, ça n'existe pas. Alors non, je t'arrête. La passion n'est pas liée au montant sur le compte en banque. Mais non, mais justement parce qu'il a aussi des voitures plus modestes. Ah, il a tout. Et d'ailleurs, je sais plus quel Renault Sport il a, mais genre une Clio 16S ou un truc comme ça. Juste parce qu'il trouve ça fandard, alors que c'est un multimilliardaire. Sur son compte Instagram, il a sa collection de voitures, et il appelle ça la GER, je crois, un truc comme ça. Oui. From GTI to GTO. C'est ça. Parce que sa plus petite voiture, c'est une 205 GTI. Exact. Et sa plus grosse voiture, c'est une Ferrari 250 GTO. Ouais. Qui roule comme un sac. Ouais. Sur les routes de Provence. Ouais. Avec tous ses potes, là, je sais à peu près par où quand ils même, une 250 GTO, ça vaut 50, 60, 70 millions d'euros. Et il roule avec. Ah ouais, il roule. Mais comme jamais. Mais fort. Ouais. Et il l'a fait repeinte dans la même couleur que sa McLaren F1. Exactement. Et d'ailleurs, anecdote sur la Chiron Pure Sport de François Perraudot. Non mais c'est un vrai truc. Quand j'habitais à Paris, je sortais à l'époque avec une nana qui était mécanicienne sur des hélicoptères. Voilà, je trouvais ça stylé. Et j'avoue. Un jour, je vais la chercher à là où elle bossait, et j'étais en Aston Martin DBX. Je voulais un peu, je voulais la chercher. Donc c'est le SUV Aston Martin. Très, très haut de gamme chez Aston Martin. Donc j'arrive en DBX à l'aérodrome, et je vois qu'il y a de l'effervescence, il se passe quelque chose, il y a un truc. Et là, je regarde à travers les grilles, et je vois une Chiron Pure Sport bleue, qui, derrière les grilles, qui descend d'un camion. Alors la sécurité qui me dit, qu'est-ce que vous faites là, etc. Je dis, je viens chercher mon ami qui travaille là, etc. Je rentre, et elle me dit, il y a quelqu'un qui se fait livrer sa Chiron. Et en fait, Perraudot, il se faisait livrer sa Chiron Pure Sport. Ah, c'était lui? Il se faisait livrer sa Chiron Pure Sport dans un hangar, avec 2 avions derrière, et il y avait 2 Bugatti type 35. Donc c'est les vieilles bleues là. Des années 1910, 1920. Ouais, les années 20 peut-être. C'est ça, exactement. Et donc en fait, il s'est fait livrer sa Chiron Pure Sport dans un hangar avec un hélicoptère et un jet privé derrière. Genre, et la vue était lunaire. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi j'ai pris des photos de la caisse, forcément. Et je sais pas comment j'ai trouvé son Instagram. Et je lui ai envoyé un message en disant, écoutez, je suis tombé par hasard sur votre voiture. Est-ce que je peux publier les photos? Je pense que j'ai encore sa réponse sur mon téléphone. Il m'a répondu. Il m'a dit, c'est une voiture. C'est fait pour être partagé et faire plaisir aux passionnés. T'imagines? Bah, top. Et moi, j'ai reçu ça, je dis, mais c'est un fou, ce mec, c'est incroyable. Ah non, mais il est terrible. Il fait de la compétition automobile à haut niveau. Il tourne en LMP2 aux 24 heures du Mans. Il est plusieurs fois vainqueur. Ah non, mais moi, quand je serai gros, quand je serai grand, quand je serai grand. Quand je serai gros, je ferai un régime. Mon aspiration, ce serait d'être François Perraudot. Ah bah franchement, on peut dire que lui, en fait, il a un peu fini le jeu, tu vois. Lui, tu vois, on se dit tous, si je gagne à l'auto, qu'est-ce que je fais? Ça. J'achète vraiment tous les trucs et je les roule comme un malade avec tous mes potes, tu vois. Ouais. Et en plus, c'est quelqu'un qui partage énormément sa voiture, parce que je connais des gens qui le connaissent bien, qui sont très proches de lui, et il est du genre à jeter les clés de ses voitures en disant, venez, on va tous rouler, quoi. Alors, c'est souvent des pilotes professionnels, ses potes. Donc, bon, pas que. Alors, il y en a effectivement beaucoup, il est pote avec, j'ai oublié son prénom, du coup. Putain, il y a qui, je sais plus. J'ai oublié les noms aussi. Ça va me revenir, mais j'ai un de mes bons copains qui le connaît bien. Et Perraudot lui a jeté les clés de sa 2,8 litres RSR, vrai, et mon pote a dit, non mais en fait... Donc c'est une 911 de ouf. 911 de ouf des années 70. Oui, c'est le début. C'est une voiture de course de route, 70. En fait, ce qui vaut 2 millions d'euros. Il s'est retrouvé avec les clés dans la main et il a dit, non mais je peux pas conduire ça, quoi. Enfin, je dis pas quoi que ce soit, je peux pas la repayer, quoi, tu vois. Et donc, enfin bref. Mais donc pour revenir à la Chiron, c'est une des voitures les plus faciles à prendre pour un road trip, je pense. Tu crois que sur Ovoco, il y a des pièces de Chiron?
Alors effectivement, la question peut se poser. Parce que dans un autre épisode, je peux aller vérifier. Je vais vérifier en direct. Alors, vas-y, continue. Ovoco, évidemment, c'est le partenaire de l'émission, on les remercie. Il propose de donner les moyens de réparer rapidement et économiquement nos voitures en proposant un stock de pièces détachées d'occasion à réutiliser, issues de 5000 casses sur toute l'Europe. Ça fait des millions de pièces. L'autre jour, on cherchait sur Ferrari, on n'avait aucun problème à trouver, donc vous trouverez pour vos voitures aussi. Et d'ailleurs, ce matin, j'étais avec Antoine de chez Overdrive pour ma E30 BMW 325i Touring. Comme on va monter une crémaillère plus directe issue d'une Z3 1,9 litre, en fait, c'est Antoine qui spontanément m'a dit, bah ouais, faut qu'on regarde sur Ovoco. Alors, il savait pas que Ovoco est partenaire de l'émission. Je lui ai dit, bah oui, je vais te donner notre code promo. C'est R1Alex pour avoir moins 15% sur les frais de port. Parce que non seulement, il y a pas mal d'avantages. Il y a l'interface qui est en français. Il y a le paiement qui est sécurisé. L'emballage est fait rapidement et professionnellement. Et on a 14 jours, 2 semaines pour tester la pièce, pour s'assurer qu'elle convient. Attends, parce que je suis dessus, là. Il y a un paquet de pièces de Bugatti. T'as des pièces de Bugatti, bah voilà. Je te jure, il y a des tonnes de pièces de Chiron. Attends, c'est cool. Il y a un phare de Chiron. Un phare, 12 000 € le phare. 12 000 € le phare de Chiron. Le phare d'occasion. 12 000 €. Support de pare-choc arrière. Eh ben, tu vois, je pensais rigoler en proposant des pièces de Chiron sur Ovoco. Non, eh ben, ils sont, comme quoi. Attends, mais ils ont pour votre voiture aussi. Tu peux acheter un sous-châssis avant de Veyron pour 47 000 € sur Ovoco. Une affaire. Typiquement, j'ai remarqué que les prix sur Ovoco, c'est 4 fois moins cher que du neuf. Donc pourquoi refaire sans arrêt du neuf quand on peut faire revivre des pièces d'occasion encore valables? Mais voilà, donc voilà, acheter des pièces de Chiron sur Ovoco finalement, c'est. Ouais, ça peut même décorer votre bar à la maison. Non mais c'est facile. Non mais carrément, c'est fascinant quand même. Bon après, est-ce qu'on a envie de 12 000 € le phare quand même, ça fait. Ça fait cher la déco. C'est pas donné. Ça, je pense que ça rentre dans la catégorie hypercar aussi, les frais d'entretien. Ah oui, bah oui. Poutre de soutien de pare-choc arrière tout en carbone, 4 700 €. C'est génial. Bon bah revenons à notre sujet. Revenons à notre sujet. Je disais tout à l'heure que je trouvais que la Zonda était un peu dans sa catégorie à part d'hypercar, parce que c'est pas une voiture qui est là pour la performance. C'est une voiture qui est là pour l'art. Oui. Quasiment, tu vois. Oui. Et je trouve qu'il y a dernièrement des voitures qui sont sorties, notamment j'en ai 2 en tête, qui sont, alors, aujourd'hui la performance, c'est le maître étalon, quoi qu'il en soit, mais qui sont un peu là pour l'art aussi. Typiquement, la Gordon Murray T50, t'en as parlé, et impossible de ne pas citer l'Aston Martin Valkyrie. Ouais. Alors, la Valkyrie va plutôt être dans une logique de proto, quasiment du Mans, échappé sur route. Ah, c'est tout le problème. Mais c'est aussi la solution. T'as envie de conduire ça sur route, toi? Oh ouais. Ouais? Oh ouais. Eh ben, à balle! Ça a l'air d'être une torture. Ça a l'air génial. T'as vu les vidéos, comme moi, les vidéos sur YouTube, les caméras embarquées. Toutes les vidéos. Ça fait un bruit de bétonneuse, avec des boulons dedans en accéléré, parce que c'est que de la bruit de transmission, communiqué par le tub en carbone qui fait remonter les résonances. Il y a aucun raffinement. Il y a trop de performance. C'est pas déployable. Non, mais attends, mais quelle frustration sur route. Non, je pense que c'est. Ah ouais, là on est pas d'accord. Je pense que c'est. Par contre, orgasmique. tu me donnes une T50 Gordon Murray. Ouais. T50. Là, tous mes arguments s'envolent. Inexploitabilité, tout ça, pas garable. Je m'en fous, j'en veux une. Franchement, j'approuve, parce que la T50, tu retrouves déjà en fait t'as le côté analogue, puis même. Bah oui. Mais c'est un temple dédié à l'analogie, cette voiture. Puis ça prend 12 000 tours, je crois. Oui. Enfin, comme une Valkyrie, 12 000 tours. Un V12 de 6 litres qui prend 12 000 tours. Et surtout la légèreté du volant moteur sur la T50. Ouais. Ça a l'air, mais ça monte dans les tours, c'est fantastique. Bah, tout est dit. Mais moi, c'est vrai que la Valkyrie, je trouve ça fou déjà. T'en as déjà vu en vrai des Valkyries? Non. C'est incroyable. Je te crois. Parce qu'en fait, on dirait une Formule 1, quoi. On dirait oui. Mais c'est ouf. Le tunnel aérodynamique à l'arrière est tellement grand que tu peux passer en rampant sous la voiture et ressortir juste avant la roue avant.
sans toucher la bagnole. Ouais. Tellement en fait, c'est une toute petite capsule dans laquelle t'es allongé avec une position de monoplace, et autour, t'as du carbone qui plaque au sol, quoi. Ah bah, c'est jusqu'au boutiste. Ah bah ouais, mais il y a plusieurs journalistes. Au bout de quoi, je sais pas, mais ça y va. Je pense au bout de la, je sais pas, de la performance, de la vision. D'ailleurs, on pourrait parler d'à quel point c'est surprenant de la part d'Aston Martin de sortir un truc comme ça. Ouais. Parce que c'était pas là où on les attendait. Non, clairement pas. Et les mecs, ils sont arrivés en tapant, en disant, j'avoue. On va mettre un V12 Cosworth dans Respect. un truc qui est complètement hors de notre giron habituel. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que ça me fait même penser au fait que sortir une hypercar pour une marque, c'est un statement, c'est une façon de taper du poing sur la table, ouais. Et même de presque de redorer une image. Aston Martin a une bonne image, mais a aussi une image compliquée. Tu vois, on entend souvent parler compliqué de quelle façon? Bah, on entend souvent parler, je parle dans le grand public, on entend souvent parler de fiabilité, de trucs comme ça, de modèles qui sont pas toujours aboutis, tu vois, il y a une longue évolution sur l'ère moderne d'Aston Martin, ouais. De marques qui essaient un peu de s'en sortir après avoir failli faire 18 000 fois faillite, oui, tu vois, il y a un peu tout ce bagage-là, quand on sort ils ont la tare d'être britanniques, oui. Un petit peu, mais ça leur colle quand même au corps. Oui, alors certes, Lotus, TVR, voilà. Et j'en passe, oui. Et les mecs, ils ont tapé du poing sur la table en disant non mais arrêtez un peu là, oui. On rentre dans une nouvelle ère. Oui, c'est pas faux. Et voici la preuve. Ouais. Et moi ça me fascine parce que tout le monde a fermé sa gueule. Tu pouvais plus rien dire. Ouais. Parce que de la même manière que la Zonda est seule dans son coin, mais il y a quoi en face de la Valkyrie qui propose ce niveau d'expérience? Non, en effet, il y a rien en face. Il y a rien. Alors c'est un prisme différent de la Zonda, mais il y a rien en face de la Valkyrie. Il y a rien. Et je trouve ça très fort. Je trouve ça très cool parce que tu vas chez Koenigsegg, tu vas chez tout le monde a ses propres trucs, mais c'est différent. Et donc je trouve que c'est hyper intéressant. Enfin, en tout cas, moi, ça me rendrait fou pour essayer un truc comme ça. Ouais, il y a deux façons de voir. Soit on se dit c'est impressionnant, il y a rien en face, donc chapeau à eux. Ou alors, il y a rien en face et heureusement parce que ça sert à rien. Je suis plutôt dans le camp numéro 2, tu l'auras compris. Ouais, mais je pense qu'une fois que tu l'as... En fait, je pense aussi que c'est des niveaux d'ingénierie et de performance qu'on peut comprendre que si t'as mis tes fesses dedans. Possible, ouais. Tu vois, parce que je pense que une Chiron, par exemple, ou une Bugatti même en général, je pense que on peut s'imaginer ce que c'est. Je pense qu'on peut s'imaginer ce que c'est. Peut-être. Alors, la sensation de puissance infinie, je pense qu'il faut le vivre. Tu vois, le moteur, les turbos, etc. Par contre, le raffinement intérieur, je pense que tu vas dans une Bentley, tu t'en rapproches. Ouais. Tu vois, une Continental GT W12, je pense que tu t'en rapproches. Par contre, une Valkyrie, ou même une T50, hein. Tiens, il y a pas grand chose qui, je pense, peut te rapprocher de ça, à part alors, je sais pas pourquoi mon rapprochement, ça va être une Honda Civic avec un qui prend non mais en termes de moteur, je me dis un truc ultra viscéral, complètement fou, ça me fait penser à des caisses de course, et le premier truc qui me vient en tête, c'est l'Integra Tipper qui est ultra légère, c'est pour ça qu'on les aime, les Tipper, et qui prend 9000 tours, quoi. Tu vois, t'as cette expérience mécanique qui est hors norme, mais vers la pureté et l'explosivité du truc, quoi. Et je sais pas si je pense que tant que t'as pas essayé ce genre de bagnole, tu peux difficilement avoir un vrai avis. Tu disais en la présentant qu'on dirait un engin de course échappé du circuit. Oui. C'est pile ce que je lui reproche, et c'est ce qu'on ne dirait pas d'une T50 de Gordon Murray, qui lui, son fer de lance, c'est de concevoir la meilleure voiture possible pour le driver qui veut l'exploiter sur route. Pour la route, c'est vrai. Et je trouve ça admirable et logique et désirable. Enfin, il a tout compris. Bah, et ce qui est beau en plus, c'est de faire une voiture, rien que, c'est comme pour la McLaren F1. Rien que le fait de limiter la puissance, parce qu'en fait au-dessus ça sert déjà à rien. Ouais. Et déjà partir du prisme du rapport poids-puissance plutôt que de la puissance pure. Déjà, ça en dit long sur la philosophie de la voiture. Ouais. Comme pour la McLaren F1 d'ailleurs. La McLaren F1, il a toujours dit qu'en fait, c'est juste que c'est une voiture où tous les ratios sont parfaits.
Proportion, design, aérodynamisme, puissance, poids, ergonomie. Ah bah, il cite constamment la performance de la McLaren F1 comme un effet secondaire de l'expérience de conduite voulue. C'est ça, ouais. Et il a refait ça avec la T50. Exactement. Donc c'est vrai que c'est assez fascinant. Mais je serais curieux alors, je pense qu'effectivement, il y a deux prismes, il y a peut-être trois prismes par rapport aux hypercars. T'as ceux à qui ça parle pas du tout parce qu'il y a un côté, de toute manière, c'est inaccessible et c'est un truc de doubayotte. Ouais. C'est quelque chose qu'on entend beaucoup. Je pense qu'il y a les gens, peut-être que ça intéresse parce que ça fascine, parce qu'il y a justement cette fascination du truc ultime. Et après, il y a la vision, pour le coup, je pense qu'il serait plutôt la mienne, qui est la fascination, mais pas de l'objet et de la valeur, plus de l'expérience de conduite. Moi, typiquement, j'occulte complètement le prix de ces voitures, parce que je veux juste en faire l'expérience. Je m'en fous que ça vale 3 millions, 4 millions. Ouais, moi, ça me gêne. Ça rentre en ligne de perception, parce que je me souviens quand j'étais jeune adolescent dans les rues de Londres et qu'il m'arrivait de tomber sur une Lamborghini Countach. Et oui, à la fois, c'était inatteignable. À l'époque, je me souviens encore du prix neuf. Ça valait 80 000 livres neuf, une Lamborghini Countach dans les années 80. Donc oui, c'était beaucoup d'argent, mais en même temps, on pouvait se dire, peut-être que si je fais les bonnes décisions dans ma vie d'adulte, peut-être qu'il y a un chemin qui va m'emmener vers cette voiture-là. Et donc, je me sens plus proche d'elle parce qu'elle fait peut-être partie de mon avenir. Alors que je me dis pas ça aujourd'hui d'une Bugatti Chiron. Non, c'est vrai. Alors, c'est gênant dans ma perception. Je comprends. Et c'est un point qui est intéressant. Et c'est vrai que, d'une certaine manière, moi, j'ai un point de vue très particulier parce que moi, je sais qu'un jour, je pourrais en conduire une. Via mon travail. Je sais que c'est quelque chose qui peut m'arriver. En acheter une, je me le souhaite, mais bon, c'est pas que j'y crois pas trop, c'est que tu as peu de chance, tu vois, même si je travaille bien et que je gagne bien ma vie, je vois pas comment à la régulière, ta trajectoire ne semble pas orientée vers une Chiron. Non, pas du tout. Pas du tout. Et la mienne non plus, hein. Et c'est ok, je suis très bien. Moi, déjà, franchement, déjà, je suis pas à plaindre, hein, tu vois. Déjà, moi, si j'arrive à me payer une McLaren un jour dans ma vie, je serais très heureux et c'est déjà des montants, astronomiques. Et on parle pas d'une F1. Non, on parle pas d'une F1. Une petite 675 LT dans une config un peu douce, là, sympa. Ça, c'est plus accessible. Mais effectivement, moi, je sais que c'est faisable, que je me retrouve au volant d'une de ces voitures. Ouais, je comprends. Et du coup, j'occulte effectivement cette notion de possession parce qu'en fait, je m'en fous. Moi, ce que je veux, c'est la conduire. C'est l'expérience. C'est l'expérience, pour moi, qui prime. Et d'ailleurs, c'est un peu souvent comme ça que je définis mon métier, c'est que ça me donne accès à des expériences de millionnaire sans l'être. Bah ouais. Et c'est une bonne manière de le définir. Que ce soit dans les voitures que j'essaie ou dans les expériences que je peux vivre. Bah, il y a des trucs que tu peux pas les acheter, quoi. Alors oui et non, parce que ceux qui regardent la vidéo, ils soupçonnent pas la quantité de boulot que c'est de faire un essai de voiture, de préparer le script, d'installer les caméras, pendant qu'on est au volant, on est en train de réfléchir à ce qu'on va dire, est-ce qu'on l'a déjà dit. Donc, c'est pas tout à fait l'expérience de millionnaire, mais je comprends ce que tu veux dire. Alors, je vais contre l'expérience de millionnaire. En fait, le truc, c'est que rien que le fait derrière, effectivement, c'est un travail. Et puis c'est un iceberg. Il y a un million de trucs que vous voyez pas. Donc c'est comme pour tout travail. Il faut réussir à capter l'attention des gens. Faut être intéressant. Voilà, il y a un million de trucs à faire. Mais tu vois, typiquement, quand je suis, par exemple, comme ça m'est déjà arrivé, invité au Grand Prix de Monaco par Aston Martin, qu'on dort au Carlton, que tous les matins on prend l'hélicoptère pour aller à Monaco, qu'on nous attend en bas de l'héliport en DBX 707 flambant neuf, et qu'on regarde tout le Grand Prix d'une terrasse où il y a du caviar à volonté. Effectivement, j'ai pas fait grand chose pour mériter d'être là, si tu veux. Enfin, et tous les gens qui étaient là avaient payé leur place auprès d'Aston Martin. C'est des clients Aston Martin qui ont payé 30 000 balles le week-end pour être là. Et moi, je suis invité parce que ça fait plaisir à Aston Martin. Et là, tu vois, il y a des... c'est vrai que quand je t'entends parfois parler de ton métier, je me rends compte qu'on fait pas le même métier, toi et moi. Moi, je mets ma petite action cam sur la ventouse du pare-brise et c'est ça mon métier. Ben, techniquement, moi aussi. C'est ce que je fais. Par moment. C'est ce que je fais le plus. Ça dépend. Mais c'est vrai que beaucoup plus régulièrement que la moyenne des gens. Tu vois, dans n'importe quel taf, tu vas avoir un moment, je sais pas, où tu vas faire un voyage d'entreprise, où tu vas dormir dans un bel hôtel, où tu vois, ça peut arriver, tu vois.
Moi, c'est l'espèce de faille spatio-temporelle dans mon truc, c'est que ça m'arrive souvent. Ouais. Des trucs comme ça. Ouais. Alors que c'est pas de mon milieu, si je devais le payer, je pourrais jamais le faire. Ne serait-ce que d'aller regarder un Grand Prix en paddock club, ça vaut 7000 balles la place. T'as peut-être même parfois eu des expériences qu'on ne peut pas acheter, même quand on est milliardaire. Mais oui. Tu vois, c'est le niveau encore au-dessus. Ah, mais bien sûr. Je pense à ta vidéo qui est sortie dimanche. Ça s'achète pas. C'est pas une question d'argent. Ouais. C'est pas une question d'argent. C'est pas à vendre. Non, c'est pas à vendre. Vous pouvez être copilote de Sébastien Ogier, c'est pas à vendre. C'est juste pas à vendre. Être copilote de Nasser ou dans son domaine privé en Espagne avec la dernière voiture du Dakar, c'est pas à vendre. Ouais. Des trucs comme ça. Faire un essai d'un Charles Leclerc, essayer d'acheter ça, les gars, c'est pas à vendre. Sauf si on s'appelle Lucien, mais Lucien, il a quand même un tank dans son champ, mais c'est pas un Leclerc. C'est pas un Leclerc et il est millionnaire, donc finalement ça équilibre le truc. Mais oui, c'est ça aussi. Et mine de rien, en fait, qu'on le veuille ou non, même le fait, toi aussi, ça va t'arriver de pouvoir qu'on te file des clés de bagnole comme ça, ou ça t'est peut-être déjà certainement arrivé. Moi, si tu veux, on me file des clés de voiture comme ça, tu vois, on me file une Ferrari, on dit tiens, on va faire un tour, quoi. Tu vois, c'est pas normal. Ouais. Il y a une faille dans la matrice. Il y a un truc qui merde, quoi. Ouais. Et donc c'est complètement lunaire comme position. Donc c'est pour ça que pour revenir au sujet, et c'est pas pour faire du moi-jeu, c'est une réalité que j'ai. Et qui mais c'est surtout moi qui t'ai amené à en parler parce que je trouve ça intéressant. Et c'est complètement. On pourra pas t'accuser de te la raconter. Au contraire, non, je te trouve très humble. Bah j'essaie parce que c'est des valeurs que m'ont inculqué mes parents. Donc, oui, bah ça se sent. Mais pour revenir à la Chiron, moi je pense que je serais tellement fasciné par l'expérience de conduite, et je pense que même, alors j'imagine même que si je conduisais une voiture comme ça en étant propriétaire, non remarque, j'allais dire je pense pas que je penserais forcément à la perception des gens, mais tu peux pas ne pas penser à la perception. Les gens te regardent. Ouais. En fait, je suis en train de me dire ça, et en même temps, quand je vois quelqu'un qui me regarde quand je suis dans ma voiture à 30 000 euros, je le sais, tu vois, je sais que je suis dans une voiture qui dénote. Donc en fait, c'est pas vrai ce que j'allais dire. Mais je serais quand même vraiment curieux d'essayer tout ça. Peut-être des vidéos d'hypercar à venir cette année. On passe aux news? Passons aux news. Désolé Alex de t'avoir traîné dans ce sujet. Non mais écoute, je pensais pas, mais j'ai passé un bon moment. Bon, c'est cool. C'est principalement grâce à la Gordon Murray T50. C'est vrai. Mais on va aller regarder quelques vidéos après pour se déstresser. Tiens, je te laisse commencer les news et moi je vais tirer le voilage parce qu'il y a le soleil qui commence à rentrer. Alors, les news. C'est une bonne question, ça. Ah, t'as pas de news encore? Bah non, j'ai pas de news. À chaque fois que tu nous dis ça et tu nous sors ensuite des trucs de ouf. Genre, non mais j'avais oublié, j'ai piloté un Charles Leclerc. Ah non mais Sébastien Ogier en travers à 230 sur la glace. Non, la news. Non, j'avais envie de revenir sur. Bon là, il y a eu le rallye de Monte-Carlo ce week-end. Ouais. Et en étant dans le montage de ma vidéo de Sébastien Ogier, j'avais envie de revenir sur un truc qui m'a vraiment bluffé, c'est la condition psychologique du pilote de rallye. Ah oui. En fait, tu vois, quand j'étais en train de faire le montage de cette vidéo, pour ceux qui ont peut-être pas vu la vidéo, je me suis retrouvé passager de Sébastien Ogier sur une spéciale d'entraînement. C'est pas une spéciale officielle évidemment, mais bon quand même. Et en faisant le montage, il y avait une caméra qui donnait directement sur lui. Ouais. Le mec ne cligne pas des yeux. Ah ouais? C'est incroyable. Tu vas regarder la vidéo. Le mec, il a un regard de glace. Okay. En plus, il a les yeux bleus transparents. Donc il doit passer pour un sociopathe quand il est dans un bar le soir. Mais c'est très c'est très difficile à définir, mais en fait, le mec a un regard qui traduit une présence à 101% dans ce qui se passe dans le présent, et c'est un mix de... C'est une sorte d'état de conscience altéré. C'est un état de grâce. Et ça se voit dans son regard. Et moi, quand j'ai fait le montage, j'ai bugué sur cette partie-là de la vidéo, et je suis resté scotché sur je sais pas ce que le mec dégage. Et ça m'a vraiment, et du coup après j'ai suivi un peu le WRC, en plus ils ont eu des conditions catastrophiques, donc c'était un peu compliqué, et j'ai suivi tout ça, et pour moi les mecs sont quand même absolument surhumains, quoi. Ouais. C'est
la dextérité qu'ils ont dans ce qu'ils font avec leurs mains, leurs pieds, les commandes, etc., l'anticipation, les réflexes, la confiance, tu vois, quand je regardais même à la caméra ses pieds, enfin il joue du piano quoi, entre frein axel. Et hier soir j'étais à un concert de violon et j'étais fasciné par la dextérité du mec à provoquer 10 000 émotions avec son violon et en fonction de la pression qu'il met sur l'archet, les cordes, etc. Et pour moi c'est pareil, le mec il déroule une partition de musique. Ouais. Sauf qu'on voyage à 150 km/h sur une route avec des arbres sur le côté, quoi. Ouais. Et ça m'a, fasciné. Genre, je trouve ça exceptionnel. Ça, c'est vraiment, c'est le truc qui m'a bluffé cette semaine et j'en parle à tout le monde parce que je trouve ça fantastique. Canon. Et, mais tu regarderas la vidéo parce que la partie on-board, elle est sauvage quand même. Genre, ça va vraiment vite. Okay. C'est très, 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 très cool. Donc voilà, j'avais envie de partager ça. Et toi? Eh ben, de mon côté, j'ai publié une vidéo sur les 5 erreurs que vous commettez peut-être tous et qui tuent votre moteur sans bruit. Alors c'est marrant, on m'a reproché dans les commentaires de pas donner les solutions, mais je vous rassure, ça va venir. Ah. Ce sera la deuxième vidéo. Et à ce propos, dans mes news, alors ça va peut-être moins bien passer à l'audio, mais ce que je vous montre là, c'est ma vieille caméra que j'ai utilisée jusqu'ici. C'est une vieille bullet cam Sony. Et regarde Erwan, mon micro, il est filaire. Quel enfer. Donc j'avais un fil qui traversait tout l'habitacle. Non, ça c'est plus possible ça. Et que j'accrochais tel un micro-cravate sur moi. Et quand je voulais filmer à l'extérieur de la voiture, je tenais la caméra à bout de bras. Ouais. Mais sauf que comme il n'y a pas de stabilisateur d'optique, les gens me reprochaient dans les commentaires que ça bouge dans tous les sens. Et alors, sur ton conseil, je me suis équipé d'une Insta360. Ouais. Parce que c'était quoi, la vidéo de 57 minutes où la tu l'utilises? Schirmer. Ouais. Et j'ai trouvé que tes prises de vue étaient sublimes et c'était tellement stable, je me suis dit, mais t'as un stabilisateur optique dessus, mais en fait, c'est que du digital. C'est que du digital. Donc je me suis dit, je vais commander ça. Alors, on n'est pas encore sponsorisé par eux, mais j'ai été sponsorisé par eux. Et c'est vrai que la création de contenu aujourd'hui, moi en tout cas je suis passé par plein de phases. Au début j'avais un petit caméscope exactement comme celui qui nous filme. C'est un caméscope Sony il y a 25 ans qui nous filme. Mais moi j'ai fait mes 4 premières années de YouTube avec un caméscope Sony comme ça. Parce qu'en fait j'ai fait un truc très simple, j'ai été regarder avec quoi filmer Shmi 150. J'y pensais. Et j'ai fait j'achète ça. C'est pas compliqué. Ouais. Et donc j'ai acheté ça, j'ai fait mes vidéos avec ça pendant 4 ans. Ensuite, je me suis dit, allez, je veux vraiment faire augmenter la qualité, etc. J'ai acheté un gros boîtier pour faire des super images, etc. J'ai acheté ça 4000 balles et tout. Ouais, un boîtier réflexe. Un gros boîtier réflexe, un Canon R6. Ouais. Et en fait, c'est super, ça fait des très belles images, mais de 1, il y a plein de gens qui regardent sur leur téléphone. Oui. Donc en fait, voilà. De 2, c'est un enfer à transporter. Ouais. C'est du matos qui est lourd, qui est fragile aussi, tu vois, tu le fais tomber, c'est dangereux. Et l'année dernière, ensuite à un moment ça m'a saoulé, j'ai tout vendu, j'ai commencé à filmer à l'iPhone. Et l'iPhone, je trouvais ça bien, mais en même temps pas très pratique. Et j'ai fini avec ces caméras-là parce que Insta360 m'a proposé de les essayer. Et franchement, je passerai plus jamais à autre chose. C'est trop bien. C'est mon parti pris sur la chaîne L'Ingénieur Décrypte, ça a toujours été de mettre la valeur dans les mots et les phrases que je dis plus que dans la qualité de production de l'image ou du montage. C'est pour ça que j'ai travaillé avec du matos de merde au début. Et mon but là-dedans, c'est pas tellement d'augmenter la qualité de l'image, parce que je pense que ma valeur, elle est pas là. C'est de rendre mon travail plus facile pour que je puisse sortir plus souvent des vidéos. Parce que j'en sors pas assez. C'est surtout ça. Ouais. C'est surtout ça, mais non, mais je serais curieux de, bon, pardon, c'est une news technico-technique, mais ça peut en intéresser, je sais pas. Mais c'est vraiment en fait, moi j'ai utilisé des GoPro pendant des années. Aujourd'hui, je trouve que les GoPro, il y a plus d'innovation. C'est un peu comme l'iPhone en fait. On a arrivé, il y a eu un climax d'innovation, un plafond de verre d'innovation. Et aujourd'hui, la GoPro, moi je suis un peu paumé. Je me retrouve plus dans le produit, quoi. C'est la même chose qui évolue un tout petit peu depuis des années. Et Insta360, bon, c'est une masse. La boîte GoPro, elle s'est cassée la gueule, hein. À un moment, c'était une pépite qui valait des milliards, et ils ont pas su se réinventer.
Et ça vaut plus très cher comme entreprise par rapport à la belle époque. Et tu vois, typiquement, Insta360, bon, c'est une marque chinoise, mais ils développent à une vitesse. Tu vois, les accessoires, tous les montages que tu peux faire avec le produit, c'est vraiment top et t'as une super qualité d'image. Et tu verras, c'est une facilité déconcertante à utiliser. Enfin, moi, Ah bah, c'est le but de mon achat, ouais. Ah ouais, ah bah, y a pas plus facile. Une fois que c'est réglé, t'allumes, tu pars, Alors sinon, j'ai d'autres news. Je suis sorti en famille le week-end dernier on était dans les villages du Luberon autour de Aix-en-Provence avec ma série 7 E38 728i et je me faisais une réflexion intéressante parce que ce moteur, le 2,8 litres, c'est quoi son code, le M52 je crois. Je l'ai déjà eu ce moteur dans la série 3 de la même époque, donc la E36 parce que j'avais une 328i. 328i, ouais. Bah alors j'ai un peu du mal à expliquer pourquoi, Erwan, mais en fait, je le trouve beaucoup plus jouissif dans la grosse série 7. Je crois que j'ai une idée pourquoi. Parce que dans la 328i, il y a des rapports de boîte qui sont très longs, et qui en fait, alors en plus la mienne était cabriolet, donc en fait, elle avait envie de juste, tout au plus de faire de la balade sportive. C'était une voiture qui se enroulait sur le couple de façon bourgeoise. Bah, sur la série 7, c'est pas du tout le même usage. Parce que d'abord, j'enroule pas sur le couple, parce que si je m'amuse dans la série 7 à enrouler sur le couple, bah, j'avance pas. Oui. Parce que la caisse, c'est une enclume. Donc, en fait, si je veux progresser avec le rythme voulu, eh ben, je suis obligé de le solliciter dans les tours. Et c'est un moteur qui, en fait, aime bien les tours. La boîte de vitesse dans cette série 7, il y a des rapports assez resserrés. J'avais dit la dernière fois que la première est très longue. En même temps, la cinquième est relativement courte. Alors, c'est pas très court, mais relativement court pour une série 7. Donc, l'étagement, les rapports sont assez resserrés. Ce qui fait que, en fait, je suis tout le temps soudé. Non, mais j'avais l'impression, Erwan, et j'avais la famille à bord. J'avais l'impression de conduire un VTEC d'une Tipper Honda. Je suis tout le temps pied dedans. Et je voulais lire un commentaire que quelqu'un a posté. C'est Mr. H. Parce qu'avec Mr. H, on n'est pas du tout d'accord. Parce que lui aussi, il a une 728. Ouais, j'ai vu. Eh ben, écoutez ce que dit Mr. H. J'ai vu des commentaires. Ouais. Ça me fait beaucoup rire le retour d'Alex sur la E38, car j'en ai moi-même une, mais en 728IA, donc la boîte auto. Ouais. Alors, il confirme qu'à 23 ans, il a l'impression d'être un millionnaire. Ça, ouais, j'abonde. Mais niveau moteur, dit-il, je ne peux pas être d'accord. Alors oui, régulateur à 180, j'ai fait 1000 km sur Autobahn sans aucun souci. Mais par contre, ça n'avance pas. Faut toujours forcer sur le moteur. J'avais l'impression de lui faire du mal, faire hurler le moteur pour avancer de quelques kilomètres par heure. En plus, au-dessus de 5500 avec la bride de collecteur d'admission, ça donne vraiment l'impression de mouliner. Ah ouais, je suis super pas d'accord. Alors cette histoire de bride de collecteur d'admission, c'est pas une bride, c'est que le collecteur d'admission est optimisé pour apporter une large bande de couple à tous les régimes, ce qui va très bien dans une série 7. Mais il y a beaucoup de gens, et j'ai entendu ça plein de fois, Erwan, des gens qui ont l'impression, en cravachant leur monture, en montant dans les tours, de faire du mal à la mécanique. Non, les gars, ça fait pas du mal. Dès lors que l'huile est chaude, le moteur, il est conçu et mis au point pour. Moi, quasiment à chaque changement de rapport, je suis à 6000, voire un peu plus sur ma série 7. Ah oui. Et c'est un 24 soupape qui aime ça, il respire bien dans les tours. Non, mais c'est hilarant. Je conduis ça comme une Tipper VTEC. Ouais, mais le truc, c'est que à passer les rapports en permanence à 6000 tours, t'es tout le temps au-dessus de la limite de vitesse. Mais non, parce que ça pèse une tonne. J'avance pas. Ah oui, ça avance mais pas. C'est ah trop oui, bien. Parce que mais moi, c'est ce que j'appelle cravachable. C'est la cravachabilité. Ah oui, parce que je soude tout le temps, j'avance pas. Alors, le rythme que je veux, oui. Mais à partir du moment où je lui tape dans la gueule. Ouais. Parce que moi, c'est trop drôle. Parce que moi, avec la Porsche, si je passe les rapports à 6000 tours, au bout de au milieu de la troisième, je vais trop vite, hein, c'est... Ah non, je prends un pied, pas possible, et c'était pas du tout le cas quand j'avais la 328i, avec le même moteur. Ah, c'est marrant. Que je la trouvais chiante, la 328, elle se conduisait comme un bourgeois sénateur. Mais c'est marrant parce que c'est totalement contre-intuitif. Ça me fait penser à ce côté cravachabilité où tu peux vraiment prendre des tours et passer tous les rapports à fond sans aller vite. Ouais, c'est ça. Ça me rappelle une voiture que j'avais essayé, le petit Z3 4 cylindres. Ouais. Avec le 1,9 litre. Ouais. Et, c'était vachement comme ça. Ouais. T'avais des rapports courts.
Ouais. Ah, bah top. Ça faisait 140 chevaux. Ouais. Donc ça avance pas d'un cul. Ouais. Et elle avait une petite ligne d'échappement, et tu disais, putain, tu faisais première, deuxième, troisième, quatrième, Mais cinquième, c'est ça, t'étais à 115. Les rapports courts. Ah, t'étais à 115. Ouais. Et c'était vraiment très très drôle. Et le moteur était volontaire. Ouais. Et j'avais vraiment ce souvenir-là, donc je peux comprendre, moi qui conduis plutôt sur le couple. Mais moi... mais toi tu détesterais. Non, je pense pas que je... Alors, c'est pas tout à fait juste. Je pense pas que je détesterais. Il y a deux types de personnes qui peuvent kiffer une 728 manuelle. Soit c'est les mecs comme moi qui ont envie de cravacher un ouf et conduire comme si c'était une Tipper, ou alors, à l'inverse, vraiment, les mecs rythme de sénateur, ils ont 70 ans, ils sont en retraite, ils veulent avancer doucement, et dans ce cas-là, le couple suffit. Mais non, moi je pense que je la conduirais dynamiquement, comme je conduis toujours dynamiquement, mais t'auras besoin de prendre 6000 tours. Hein. Je me rends pas compte. Elle pèse son poids. Hein. Je me rends pas compte. Mais j'y vois très bien l'intérêt. Mais elle aime ça en fait. J'y vois très bien l'intérêt. C'est tout à fait étonnant. Et en même temps. Et à chaque fois, je me dis, est-ce que je voudrais là la version V8 parce qu'elle était aussi dispo en boîte manuelle la version V8, la 740. Oui, ok. Bah en fait non. Alors que Dieu sait, je l'adore le V8. Tu sais bien, je l'ai déjà eu dans une série 5. Le truc, c'est que le V8, il est plus à son aise, il est plus heureux sur les intermédiaires. Il a une large bande de couple de 3000 à 5005. Et après, il a moins envie. Bah, ce 600 lignes, il en veut dans les hauts régimes. Ouais, il est plus drôle. Il est pas hyper volontaire, le 4 litres. Ouais. Il veut y aller. Pour un V8, il l'est. Pour un V8, il l'est. Je veux dire, c'est pas comme un V8 américain. Oui, non, c'est sûr. Mais il est pas non plus... En fait, le truc, c'est que ça dégueule tellement de couples. Ouais. Que t'as pas besoin d'aller... C'est le profil d'Arbracam qui fait ça. Ah bon? Ouais, bah il est optimisé pour être plutôt avec une boîte auto, plutôt développer son couple sur les régimes intermédiaires. Parce que pour le coup, la série 5, tu peux rouler entre 1000 et 1200 tours minute. Ah ouais. T'avanceras tu démarres en 5e. Hein, et donc, en fait, pour certains clients un peu bizarres comme moi, une 728i, c'est le choix de la gamme. En fait, je l'ai pas acheté parce qu'elle est pas chère. Je l'adore. Ouais, mais en me garant à côté tout à l'heure, elle est avec les jantes style 37, elle est vraiment belle quand même. Ah oui, ceux qui me suivent sur Instagram, l'ingénieur décrypte, j'ai mis des photos avec les nouvelles jantes style 37, ça a de la gueule. Hein. Ah, ça change vraiment tout. Parce que les jantes d'avant étaient vraiment dégueulasses. Ouais, des espèces de trucs chromés à la Miami style. Mais là, elle est vraiment très très belle. Vraiment très belle. Bon. J'ai d'autres news. Ah, vas-y donc. Eh ben, on parlait tout à l'heure de Gordon Murray. C'est ce qu'il a acheté? T'as acheté une T50. Non, je sais pas. Non, c'est l'inverse. Qu'est-ce qu'il a acheté? Gordon Murray. Alors, j'ai appris ça sur le podcast de Chris Harris. Gordon Murray s'est acheté une Fiat Panda 100 HP. Ah, bah ça, je savais que j'allais entendre ça. C'est un de ses nouveaux daily. Alors, Gordon Murray, il faut savoir qu'il a une collection de, combien il a 50 voitures? Oui, quelque chose comme ça. Dont, enfin, voilà, il a du lourd, il a une 260, Ferrari 275 GTB 4 arbres, ça vaut quoi, 4 millions peut-être. Il a les moyens d'acheter mieux, mais il s'est acheté une 100 HP parce que, dit-il, d'ailleurs, il était invité sur le podcast de Chris Harris et il l'a dit en direct qu'il venait de s'en acheter une. Il s'attendait à ce que les gars du podcast se foutent de sa gueule, mais pas du tout. Les gars étaient respects. Ils disaient, oui, bien sûr, t'as acheté une 100 HP, on comprend. Donc c'est pas une, c'est une voiture qui est méconnue. C'est pour ça que ça vaut, je l'ai payé 4600 €, mais ça apporte une expérience de conduite de dingue, digne des meilleurs. Si bien que même Gordon Murray en a une, la Mercedes, quoi. Quand est-ce qu'elle descend Aix-en-Provence, ta 100 HP? Dans 2 semaines. Ah. Ouais, dans 2 semaines. Il va falloir que j'essaie. Va falloir que je fasse un essai. En même temps, j'en ai tellement parlé, j'ai mis la barre tellement haute que tu peux que être déçu. Mais bon, c'est pas grave. Non. Je l'ai totalement survendu, là. Oui, je pense que tu l'as complètement survendu. Ouais, c'est mort. Et à mon avis, je vais monter dedans, oui, c'est mort. Mais, non, mais il faut déjà, faut être à Mach 12, parce que sinon, ça n'a aucun sens, parce que, à rouler tranquillement, t'es juste devant un 4 cylindres de grande production, dans un intérieur en plastoc. Mais quand t'es dessus. Après, il y a pas que le moteur qui joue. T'as aussi la légèreté, la vivacité. Tu vas prendre un rond-point, tu vas comprendre. Bah, c'est ça, en fait. C'est ouf.
De toute façon, en général, moi, pour savoir si une voiture me plaît, il faut que je fasse 500 mètres. 500 mètres de virage, et je sais si ça me plaît ou pas. Souvent même beaucoup moins. Oui. Une bonne direction, ça se ressent dans le parking avant d'arriver sur la route. L'Integra Hyper, j'ai quitté Overdrive, j'ai fait 100 mètres, j'ai fait je sens que ça va me plaire, ça. Ouais, c'est direct. Ça. Ouais. C'est direct. Ouais. On n'a pas besoin de longtemps. C'est des voitures qui cachent pas leur pédigré, en fait. De toute façon, remarque, ça me revient. Quand j'ai essayé la 100 HP avant de l'acheter, il m'a fallu, en effet, 50 mètres. J'ai commencé à monter les rapports. Je me suis dit, oula, les rapports sont super courts, mais c'est super amusant. Ah oui, tu vois, c'est des petits trucs 50 comme ça. mètres. C'est des petits trucs comme ça qui font toute la différence. Mais ouais, je sais pas si t'as déjà fait une vidéo d'essai de cette voiture. Non, ça va venir. Ah oui, bon. Grâce à cette caméra, je vais sortir plus souvent des vidéos parce que ce sera moins de boulot. J'aurai pas besoin d'avoir un trépied, tout ça. Ouais. C'est pour ça que j'en parlais. Je te laisserai la primauté sur ta chaîne YouTube. Alors. Est-ce que tu as vu les explosions de prix aux enchères aux USA de certaines Ferrari modernes classiques? J'ai pas compris. Personne n'a compris. Mais c'est quoi, la Enzo, elle est partie pour 18 millions? 11 millions, une Enzo. Une Ferrari 360 Challenge Stradale, 1,5 million. 1,5 million. C'est alors, pour situer les choses, c'est à peu près 4-5 fois le prix normal. Pareil, sur la Enzo, c'est pas du tout les prix normaux. Il y en a d'autres que je sais plus. Mais j'ai pas compris. Il y a des explosions de prix et j'ai pas compris si les analystes ont du mal à y voir clair. Elles avaient 0 km. Alors elles étaient très faiblement kilométrées dans des coloris rares. Oui, ça. Mais même une 360 Challenge quand c'est peu kilométré dans un coloris rare, déjà 500 000, bon c'est beaucoup d'argent. Ça vaut pas 500 000. Mais ça va les valoir très vite. 1,5 million. Et une Enzo, je comprends pas. C'est un truc palette au volant. Honnêtement, si tu vois, il y a des voies, ça valait 3-4 millions, pas 11. Non, 11 c'est lunaire. Mais ça, tu vois, c'est typiquement pour moi les vraies voitures d'investissement, elles sont là. C'est en vrai. Il y a une mouvance qui est en train de se passer, Erwan, c'est-à-dire de plus en plus de gros portefeuilles, gros collectionneurs orientent leur regard sur on les appelle parfois les Youngtimers, je préfère dire les modernes classiques. C'est plutôt moderne classique. C'est ça. Les années 80, 90, début 2000. Ouais. Et se détournent, du coup, de ce qui était pré-1980, tout ce qui était carbu. Notamment, même les Ferrari des années 60 et 70, et c'est assez sans précédent, sont en train de perdre de la valeur par rapport à leur cote récente. Ouais, et en même temps, la raison est toujours la même, disponibilité des pièces en baisse, nombre de personnes qui peuvent s'en occuper, j'imagine, en baisse aussi. Je crois que c'est l'âge des collectionneurs, c'est-à-dire... Ah oui, aussi. Oui, ça fait sens aussi. Les voitures qui nous passionnent et qui réveillent en nous un désir irrépressible, c'est les voitures qui nous faisaient fantasmer quand on était ado. Et donc il y a un changement de garde, un changement générationnel qui s'opère. Et les gens comme toi, Erwan, une 275 GTB des années 60, c'est pas ton vécu d'adolescent. Non, pas du tout. Donc je trouve ça sublime, mais c'est. T'as pas de connexion viscérale de poussée d'hormones. Non. Tu vois. Je trouve ça c'est somptueux. Alors qu'une Enzo, oui, ça c'est de ton époque. Ouais, et pourtant la Enzo, c'est pas celle qui me fait alors c'est peut-être bizarre à dire, mais une 360 Challenge Stradale me fait plus envie qu'une Enzo, je pense. En fait, je sais pas pourquoi, je pense que j'ai faux, mais une Enzo, c'est une très grande voiture. Oui. C'est long, une Enzo. Oui, c'est très imposant. Ouais. Et du coup, j'associe ça à une voiture qui a un look, tu sais, qui a un look de voiture de course, mais qui n'en est pas une. Ouais. Et je me dis, alors que techniquement, en fait, c'est pareil, tu vois, je me souviens de la 430 Scuderia à l'époque. La 430 Scuderia, l'un des arguments marketing, c'était de dire qu'elle était X secondes plus rapide qu'une Enzo sur le circuit de Furano. Ouais, exact. Et du coup, je me dis, ouais, mais vu que moi,
dans une 458 spéciale ou une 430 Scud ou une 360 CS, c'est déjà des expériences de conduite qui sont exceptionnelles. Je vois pas pourquoi j'irais payer ces 2, 3, 4 millions d'euros de plus pour avoir quasiment la même expérience. Tu vois un peu ce que je veux dire? C'est-à-dire que je re-rentre un peu dans cette histoire d'expérience à X euros, tu vois. Sur la dimension de la performance pure, bien évidemment que tu as raison. Mais d'un autre côté, on le dit souvent, si tu veux de la performance pure, une Tesla Plaid, ça devance tout. Mais c'est pas ce que je recherche, la performance pure. Ouais, mais regarde, une 430 Scuderia, c'est une voiture qui est évoluée d'un modèle pas plus basique, parce qu'une Ferrari, c'est toujours une Ferrari, mais c'est évolué à partir d'une Ferrari d'entrée de gamme, on peut dire. Oui. Alors qu'une Enzo, c'est une création à part unique. entière. C'est pas évolué à partir d'autre chose. Et donc, c'est un niveau d'élitisme mécanique qui est tout autre. T'as raison, c'est vrai. C'est vrai. Oui. Puis la façon dont les portières s'ouvrent sur une Enzo. Ça, je reconnais que... En élytre. Parce que c'est pas papillon. Papillon, c'est oui, comme... elle s'ouvre un peu... Non, papillon, c'est la SLS. C'est ça. En ciseaux, c'est Lambeau, et c'est en élytre. Ouais. C'est comme sur la McLaren F1. Comme sur une McLaren. Ouais. C'est pareil. Mais je sais pas pourquoi la Enzo, tu vois, typiquement alors c'est certainement un blasphème, mais la Enzo me parle pas tant que ça. Non mais moi je suis d'accord avec toi, mais je veux dire pourquoi. La Carrera GT me parle 1000 fois plus. Non mais déjà parce que c'est une boîte robotisée à simple embrayage, palette au volant. Enfin, ouais, mais ça me dérange pas. Ouais, toi ça te dérange pas. Ça me dérange pas parce qu'en fait j'en ai déjà essayé des boîtes de ces années-là. Une 430 Scud, c'est pareil, donc bon. Une 430 Scud, puis les rapports d'une 430 Scud, ça passe, hein. Franchement, tu les attends pas, hein. Oui, ça te fout des claques dans la nuque, là, j'adore, c'est génial. Parce que c'est pile l'entre-deux où c'est pas encore des boîtes double embrayage qui passent ça, je peux comprendre. Sans aucun à-coup, mais t'as une vraie sensation mécanique, tu vois, quand tu passes le rapport. Il y a du théâtre. Tu le sens dans le siège, tu le sens dans la voiture, tu sens le claque de la transmission, et tu n'attends pas le passage de rapport. C'est quand même rapide. Même dans une 360 Challenge Stradale, c'est pas rapide pour les standards actuels, mais c'est pas lent non plus. Tu vois, c'est pas une boîte, par exemple, d'Aston Martin V8 Vantage, première génération, où là, pour le coup, tu tires la palette, t'as le temps de faire une sieste et le rapport passe, tu vois, où là, c'est vraiment, tu vois, c'est mou et tout. T'as quand même même une Ferrari 360 normale, boîte F1, quand t'es piétot que tu passes le rapport, c'est pas dégueu, quoi. Ah, mais on est bien d'accord, et ma critique des boîtes robotisées n'a jamais été leur lenteur, parce que oui, les premiers modèles étaient lents. Oui, c'est le manque d'interaction, je sais bien. Non, mais bien évidemment, elles sont rapides, et c'est pour ça que c'est un bon choix pour un track tool. Quand tu veux de la vitesse pure, une boîte robotisée, ça va plus vite qu'une main humaine. C'est pas ça le problème, c'est que quand on conduit sur route et qu'on veut ponctuer son avancée par des changements de rapport, c'est que limite de un rapport au suivant, selon l'humeur ou les circonstances de conduite, parfois on voudra le passer très vite, et parfois on voudra prendre plus son temps, et on peut choisir en tant qu'être humain d'opérer ses muscles vite ou pas vite, quand on en a envie, et j'ai pas envie d'aller dans un mode de conduite pour demander à ma voiture à partir de maintenant de les faire tous plus vite ou de les faire tous moins vite. Il n'y a pas la flexibilité que je veux en tant que conducteur. Il n'y a pas l'interactivité de moi-même sentir que je suis en train de bouger des engrenages, d'avoir le sentiment d'accomplissement, d'arriver à faire passer les rapports vite avec ma main et la coordination de mon pied gauche. Ouais, c'est tout ça, quoi. Je pourrais en parler pendant des heures. Oui, vous savez, moi, ça dépend des caisses. Moi, j'ai des tas de contre-exemples où j'ai essayé des voitures que je trouvais très bien en boîte auto et merdiques en boîte manuelle. Ouais. Et parce que je préfère enfin, j'ai vraiment essayé pas mal de fois des boîtes de vitesse, on en avait déjà parlé, mais des boîtes de vitesse manuelles où j'étais là, putain, c'est chiant, quoi, parce que effectivement, dès que tu veux commencer à passer vite, mais la boîte elle est pas faite pour ça, quoi. C'est fait pour être passé lente. Mais il y a des boîtes manuelles mauvaises, hein. Et donc ouais, je trouve ça un peu désagréable. Mais pour revenir à je sais pas, une carrière, mais tu vois, bizarrement, pour revenir à la Enzo, Carrera GT, bon, évidemment, me parle à 10 000 fois. Ouais. Mais de la même manière, je sais pas pourquoi, j'ai une fascination pour la SLR. J'adore la SLR. En fait, déjà, je crois que je suis fou du design. Je trouve ça somptueux. Cet avant, là, qui est de 5 mètres.
gigantesques qui étaient assis sur les roues arrière. Je trouve ça incroyable. Ah, les proportions, ouais. Les détails de style, moins. Cet avant qui reprend l'avant ridiculement, à mon avis, d'une F1 de l'époque. Oui. Et qui plaque le nez d'une F1. Complètement. Dans un roadster bourgeois. Non, c'est... En fait, le truc, c'est au mieux maladroit. En fait, alors, je suis assez d'accord, mais en fait, moi, la SLR, je vois ça comme une espèce de muscle car. Je vois ça, je sais pas, genre, il y a un côté... Tu sais que Paris Hilton en avait une? Une SLR? Oui. Ah ouais? Mais c'est tout ce que j'ai besoin de savoir. Je sais pas où tu veux en venir. Je laisserai le spectateur ou l'auditeur tirer ses propres conclusions. Ouais, bon, si on tire des conclusions sur une gamme de voitures entières juste parce que quelqu'un qu'on n'aime pas l'a acheté, on n'est pas sorti de l'auberge. Ok, je vais te la faire à l'envers. Est-ce que t'imagines Paris Hilton avoir une McLaren F1 ou une Carrera GT? I don't think so. Je sais pas, Elon Musk a eu une McLaren F1 et est-ce que c'est quelque chose de la McLaren F1? Non. Ça tient pas debout comme argument, ce que je te dis. Ce podcast n'est pas politique. Je commenterai pas Elon Musk. Non, mais je m'en fous. C'est même pas la question, mais ça. C'est vrai, oui. Il a eu une McLaren F1 quand elle était neuve, ouais. Ouais, il l'avait reçu neuve, mais comme Mr Bean a eu, Rowan Atkinson. Ah bah Mr Bean, grand. Il l'a pété, il l'a récupéré. Grand passionné automobile, Mr Bean. Il a pété 2 fois sa propre McLaren F1, je pense, comme ça. Ouais, puis bien, ouais. Après, on peut pas lui en vouloir, au moins elle roule. C'est ça. Il a mis un paquet de bornes dessus, c'était limite son daily, hein. Ouais. Mais moi, j'ai une fascination pour la SLR. J'adore. Okay. J'adore. Ah oui, là, j'étais pas prêt. Je sais pas pourquoi. Mais on a tous nos paradoxes automobiles, hein. Ouais, alors que pourtant, c'est à l'époque où les deux autres étaient Atmo, là c'était un truc turbo, c'était plutôt une GT alors que les autres c'était vraiment des supercars viscérales. Ouais. Boîte auto alors que les autres c'était boîte manuelle, enfin sauf pour l'Enzo. Et j'adore, je trouve ça trop cool. Je trouve que c'est une caisse, pour moi c'est une voiture de Batman quoi. Ça c'est sûr. Une SLR. Ouais, je trouve que une SLR surtout en version 722S là où t'as les appendices en carbone, plus de puissance et tout, t'arrives là-dedans une SLR full black intérieur rouge avec des échappements latéraux là qui crachent le feu là, je trouve ça mais incroyable. Ça y est, Erwan s'emballe, on est en train de le perdre là. Ah non mais j'aime trop, je trouve ça trop stylé comme voiture. Et je trouve que typiquement tu vois en fait, j'ai l'image de quelqu'un qui va dîner avec ça, j'ai du respect pour lui, tu vois. Ouais. Je me dis, putain, il a du goût, tu vois, ou alors c'est juste un papy qui voulait pas acheter une Enzo, quoi, mais. Bah oui, c'est un peu le seul usage valable, j'ai envie de dire, c'est de sortir sa nana pour faire pour sortir dîner un soir en ville. Non, tu vas rouler avec ça, c'est un hot rod, le truc. T'es assis sur le train arrière, t'as 700 Nm de couple, c'est un missile, ça fait un bruit de bateau, c'est. Oui. Bon, je trouve ça génial. Moi, j'aime bien. Ouais. Bon, t'as d'autres news ou on fait questions-réponses? On peut faire les questions-réponses. Allez. Alors, il y a... Mister H, tiens, on parlait de lui, celui qui avait... oui. Celui qui avait... celui qui te parlait de sa 728. Alors, il a posé toute une liste de questions, je vais pas toutes les lire, mais il y en a une que j'ai trouvée drôle. Ouais. Il demandait, lorsque vous faites une action de pilotage, entre guillemets, sur route... Est-ce que ça vous arrive de la noter 5 étoiles dans votre tête, comme dans un jeu vidéo, du genre un talon pointe parfait, 5 étoiles, ou un raté, 1 étoile? Est-ce que t'as une satisfaction au geste mécanique parfait? Mais totalement. Et le talon pointe est un bon exemple. Ouais, tu fais le talon pointe au quotidien tout le temps? Ah mais tout le temps. Tout le temps, pareil. Ah mais en fait c'est un automatisme. Ouais. Ce serait un effort de pas le faire. Oui, moi aussi. Oui. C'est pareil. Mais pas conduire sans. Même si c'est un van de déménagement, pareil. Oui, moi aussi. Bien sûr. Ou même surtout. Non, mais pareil. Oui, et quand on est confronté à une boîte un peu rétive, là on peut avoir une satisfaction particulière. Ou par exemple pour passer la première, parce que c'est là où ça va être plus délicat, parce que les synchros sont plus fragiles, les deltas de régime sont plus grands, et l'effet de couple, si on se rate, est accentué par la démultiplication du rapport, donc passer de 2 en 1, lancé, évidemment, ça demande un peu de coordination, et on peut avoir une satisfaction de bien le réussir, totalement, ouais. Ouais, non, moi je suis pareil. C'est surtout avec l'échappement de la Porsche qui est hyper... Qui est assez explosif, les talons pointe, ils sont tellement satisfaisants. Il y a les trajectoires aussi, on en parlait dans un récent épisode, le week-end dernier quand j'étais de sortie en famille, en train de rouler ma série 7 avec les 3 enfants à l'arrière, la femme à l'avant, comme une Honda Tipper,
les trajectoires en entrée et en sortie de rond-point, en prenant une corde bien tardive et après en sortant, en touchant en touchant la ligne blanche sur la droite et après en élargissant la trajectoire pour aller mordre légèrement sur la ligne blanche de l'autre côté. Ouais, j'avais ces satisfactions et en fait ma femme elle se doutait pas de tout ce qui se passait dans ma tête pour que je rende à peu près familialement acceptable de cravacher comme une type R ma série 7. Ouais, mais c'est sympa, ouais. Moi je suis pareil avec les trajectoires aussi, Ouais, les trajectoires c'est surtout sur des trajets que je connais. Je sais exactement comment passer le virage ou quoi ou même un rond-point, tu vois, où je vais arriver un peu vite dans le rond-point et rentrer légèrement sur les freins ou au lever de pied, très légèrement faire décaler l'arrière, tu vois, c'est pas un drift, c'est pas une glisse, mais juste tu la décales juste un tout petit peu pour que la voiture pivote sur elle-même et hop et tu ressors du virage. Je fais ça tout le temps. C'est toute la Porsche qui adore ça. Et là en plus il pleuvait, j'arrive sur un point mais je fais rien, tu vois. Je rentre un peu fort sur l'avant, je lève juste le pied, hop, elle se décale, et tu sais je ressors un peu sur le coupe, pas en full drift. J'adore faire ça. Passer un virage en très léger survirage. Oui, en anglais on dit steering with the throttle. C'est ça exactement, ouais. Tu vois, rentrer dans un virage un peu rapide, lever très légèrement le pied, voiture qui se décale un tout petit peu, et hop, je continue. J'adore faire ça. Oui, un autre exemple, c'est quand je fais des anticipations réussies en conduite routière. Par exemple, si je vois de l'herbe coupée au sol, fraîchement coupée, et que je me dis dans ma tête, attention, peut-être après le prochain virage, je vais trouver une équipe en train de tailler les haies de bord de route, et où là, en effet, je ralentis mon rythme, et oui, ça manque pas, je tombe sur les tailleurs de haies juste au-delà qui étaient en train d'entretenir la route, et je me dis, bon point, j'ai fait une bonne déduction. Donc oui, nous notons. Alors je me note pas 5 étoiles, mais il y a un niveau de satisfaction effectivement plus ou moins élevé selon ce que je fais. Ouais, c'est ça. Ok. Question. De TPR 780. Alors elle remonte à plusieurs podcasts celle-ci, mais on n'y a pas répondu encore. J'ai pris beaucoup de plaisir à bord d'une berline équipée d'une transmission intégrale permanente. De par votre expérience, qu'en pensez-vous? Ah oui, je me souviens de cette question. Ouais, ça date, hein. Il a dit quoi, une traction intégrale? Une transmission intégrale, 4 motrices, style Audi Quattro, etc., Subaru. Alors moi, j'ai pas beaucoup d'expérience, mais je peux partager mon a priori. C'est que je suis pas fan des transmissions intégrales. Je trouve qu'elles se justifient que en montagne, en saison sévère. Ouais. Parce qu'à part ça, même en hiver, si on met des pneus hiver, il y a juste pas besoin d'avoir une traction intégrale. Ensuite, ça pèse lourd, ça rajoute typiquement une centaine de kilos, et je suis un ayatollah, alors sauf ma série 7, je me contredis, je sais bien, mais à part ça, je suis un ayatollah des voitures légères et agiles. Et ensuite, je suis aussi un ayatollah du feeling de direction. J'ai surtout pas envie d'avoir des mètres kilos de couple qui passent par les roues avant, qui vont faire du torque steer, comment ça s'appelle en français quand on a des remontées de couple dans le volant? Des remontées de couple dans le volant. Ah oui, voilà. Je crois pas qu'il y ait de mots directs. Ouais, voilà. Donc pour toutes ces raisons, même si je suis le premier à trouver une Delta HF intégrale, un objet de fantasme, ou une Audi Quattro aussi, non, c'est pas pour moi. Moi, dans l'ensemble, c'est pas trop pour moi non plus. Ouais, pour les mêmes raisons. Ouais, vraiment pour les mêmes raisons. Le poids, bon, après le poids, c'est pas forcément un truc que tu sens toujours. Non, mais tu sais qu'il est là. Et du coup, je me dis, si cette voiture est bien comme ça, est-ce qu'elle serait pas mieux avec 100 kilos de moins? Moi, ce qui m'embête, c'est plutôt la vivacité du train avant. De mémoire, j'ai pas en tête une voiture 4 roues motrices où au moment où j'ai commencé à tourner les roues, je me suis pas dit merde, c'est une 4 roues motrices. Je le sens systématiquement. Il y a des transmissions intégrales qui sont non permanentes. Par exemple, une Diablo VT pour viscous traction. Ouais. Jusqu'au moment où les roues arrière perdent de la motricité, elles fonctionnent comme une 2 roues motrices, je crois. Et je crois que c'est aussi le cas des Carrera 4 911 à partir de la 997, mais je suis pas certain, ou la 996. J'ai tellement lu que
oui, la 964, qui était la première Carrera 4, qui est une 4 roues motrices permanente, on a cet effet de paresse du train avant. C'est ce que j'ai lu. Et qu'à partir des générations suivantes, les refroidis par eau, on n'a plus cette impression parce qu'elle fonctionne sur le sec quand il y a du grip, essentiellement comme une 2 roues motrices. Ouais, bah, je saurais pas abonder ou pas dans ton sens, mais je sais que sur des Porsche, dès que c'est une Carrera 4, tu le sens direct, quoi. Ah, c'est vrai? Ah ouais, j'aime pas du tout, Même les générations refroidies par eau? Ouais. Ah ouais, intéressant. Tu le sens, pour moi, Okay. tu le sens toujours. Okay. Il y a toujours c'est une espèce de résistance supplémentaire. En fait, il y a un retour d'information qui est difficile à exprimer, mais qui vient un peu parasiter la fluidité du train avant, je trouve. J'ai ressenti ça parce que je suis allé faire une inspection avant achat pour un client d'une 996 4S. Ouais. Et j'y étais allé pour faire mon inspection avec ma 996 C2. Ouais, tu le sens dans la direction. Et j'ai tout de suite senti une sorte de paresse, mais même en ville. Ouais, là, tu le sens immédiatement. Et chez BMW, c'est particulièrement, en fait, tu perds pas en incisivité du train avant parce que c'est toujours aussi incisif, mais tu perds c'est comme s'il y avait des degrés de flottement dans la direction. Là, il y a un léger flottement qui vient se rajouter un peu, et j'aime pas. J'aime pas. Alors, et c'est vrai que pour moi, à part habiter en montagne, où là effectivement ça a vraiment du sens, et c'est même plutôt obligatoire. Ouais, en fait, la 4S, même juste en ville, on sentait que c'était typé GT, alors que ma C2, ouais, je sentais que c'était typé sportive et non pas GT. Ouais, mais à 30 à l'heure, quoi. Et à 30 à l'heure, mais pour moi, ça, je vais le sentir même sur si je repars dans mon truc de daily, même sur un 330D F31, ou sur une série 3 break normale, je le sens. Je le sens et j'aime pas. Ouais. Et même, tu vois, j'ai en tête, la dernière fois que j'ai pas aimé ça, j'étais au volant d'une des dernières M3, là, celle avec les gros naseaux, une X-Drive, tu le sens. Pareil, un truc, c'est lourd, quoi. Ouais. Pareil sur les toutes dernières Porsche 992, c'était une 992 Carrera 4 GTS, et la direction, elle était lourde. Tu sentais qu'il y avait un truc en plus, j'aime pas du tout. Puis en plus, pour moi, prendre une Porsche en 4 roues motrices, c'est une aberration, je comprends vraiment pas l'intérêt. Oui, bah c'est que beaucoup de gens sont restés sur l'image de dangerosité véhiculée par les premiers modèles dans les années 60, quand c'était un châssis court, quand les pneus c'était merdique à l'époque, quand les épures de suspension étaient mal conçues, quand la voiture était déséquilibrée. Mais aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Une 911 en 2 roues motrices, c'est parfaitement sécurisant aujourd'hui. Oui, et en même temps, t'as aussi des niveaux de puissance qui ont explosé. Et quand tu vois la puissance la manière dont les seulement 450 chevaux, je mets seulement avec des guillemets, d'une Carrera S te cloue au siège comme si on avait 600. Ouais. C'est, tu vois, tu mines de rien, une 911, même si t'as du 300 à l'arrière, tu rentres dans un virage avec de l'angle de volant et tu mets piétole, tu vas faire demi-tour, quoi. Donc je peux comprendre, je comprends évidemment ce truc de 4 roues motrices, de se dire ouais mais c'est plus sécuritaire, etc. Pour moi, ce qui rend avant tout la conduite plus sécuritaire, une voiture plus sécuritaire, c'est la conduite. Ouais, la formation du truc mou qui est derrière le volant. Ouais, c'est ça. Oui. Et donc moi, à part habiter en montagne, je vois pas l'intérêt d'un 4 roues motrices, quoi, franchement. Après, tu as une pure intégrale, une vraie 50-50, genre une Mitsu Evo, une Subaru, une Yaris GR, un truc comme ça. Là, c'est vraiment des voitures qui sont faites pour ça. Alors, les utiliser en montagne, c'est mieux parce que là, tu te rends vraiment compte de l'intérêt. Autrement, à part ça, je vois pas trop le... Yes, on est en phase. Pas trop le truc. C'est bien pour une fois. On s'arrête là? Ouais. Ok. C'est pas mal. Eh ben, merci de nous avoir suivis. Continuez à nous recommander à vos proches passionnés. Merci à Ovoco de continuer à nous supporter. Ouais. Et on vous dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ciao. Ciao.